Cette semaine, j'ai eu l'impression d'être spectateur d'un film catastrophe hollywoodien. Vous savez, un peu ce genre de film où la fin du monde est évitée à la dernière seconde par un accord bancal signé sur un coin de table entre des gens qui se détestent cordialement, ou celui où il y a un gars qui doit couper le fil rouge ou le fil bleu pour éviter qu'une bombe explose et détruise un immeuble et qui choisit le bon fil à la toute dernière seconde et où le compte à rebours s'arrête à 0,001. Sauf que dans le film de cette semaine, le cours du pétrole joue le rôle du compte à rebours et c'est les marchés financiers qui doivent couper le fil et qui jouent aussi le rôle du public qui crie au chef-d'œuvre avant d'avoir vu la fin du film. Dans ce film, Donald Trump joue son propre rôle que personne d'autre ne peut tenir, bien sûr, un rôle central qui prend toute sa place depuis 14 mois et qui a vraiment pris toute la place cette semaine. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Beillet et nous sommes le samedi 11 avril 2026 et aujourd'hui, on négocie à Islamabad. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Reprenons donc depuis le début. Lundi matin, le pétrole est à 115 $, même 116 par moment. L'Europe est fermée, les USA sont ouverts, c'est le lundi de Pâques, et on ne cherche pas les œufs, mais on compte les bombes. Trump avec son ultimatum dans une main et son smartphone dans l'autre, et on sait tous que le téléphone est bien plus dangereux que l'ultimatum. Le marché ouvre la semaine dans une ambiance de veille de fin du monde. On vient de vivre une semaine de hausse assez intense, la première depuis un moment, et on est sur les dents en attendant de voir ce que Trump va faire, ce que Trump peut faire. En ce début de semaine, Trump a deux options. Première option, ramener l'Iran à l'âge de pierre, comme il le décrit si délicatement. Et la seconde option, trouver un deal à la dernière minute avec les Iraniens qui viendraient le supplier en rampant d'arrêter de les bombarder. Les marchés sont simplement en phase d'ajustement en attendant d'en savoir plus. Personne ne veut vraiment croire à la première option. On veut croire que les choses vont s'arranger et qu'ensuite Trump se convertira à l'islam et qu'ils deviendront les meilleurs amis du monde. Mais en attendant, ce scénario un peu fleur bleue, tout le monde ajuste ses positions et certains assets commencent à bouger de manière un petit peu suspecte. Par exemple, prenez le dollar. Le fameux dollar, valeur refuge depuis Bretton Woods, depuis 50 ans, depuis Nixon, depuis Reagan, depuis tous les présidents qui ont précédé celui-ci. Le dollar qui monte quand ça va mal et qui monte quand ça va bien, et qui monte parce que c'est le dollar. Cette semaine, en pleine crise géopolitique, le dollar index était sous pression. Un dollar qui fuit au moment où tout le monde devrait s'y réfugier. C'est un peu comme un parapluie qui ne s'ouvre pas. Techniquement, c'est encore un parapluie. Concrètement, vous finissez quand même trempé jusqu'aux os et il ne sert plus à rien. Ce genre de comportement n'est pas très logique, d'accord, convenons-en, surtout en ce moment. Mais bon, certains disent qu'on ne voit ça qu'une seule fois par décennie. C'est pas logique. Et c'est souvent 6 mois plus tard qu'on comprend vraiment ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu ce genre de comportement bizarre sur le dollar. En ce début de semaine, juste avant l'éventuelle fin du monde, le dollar aura quand même été celui qui a bougé en premier. Était-ce de l'instinct? Ou alors y avait-il des gens mieux informés que les autres qui cherchaient à grappiller quelques points de performance? On ne saura probablement jamais. Et puis, mardi soir, minuit passé, volte-face de Donald Trump, énième volte-face, encore une volte-face. Trump suspend les opérations militaires pour 2 semaines. L'Iran promet la réouverture du détroit d'Ormuz sous leur contrôle, précision capitale, qu'on entend moins bien dans l'euphorie générale, parce que l'explosion des bouchons de champagne couvre un petit peu les détails de ce soi-disant plan de paix bien foireux à souhait. Mais peu importe, à ce moment très précis de la semaine, le marché fait ce qu'il sait faire le mieux en général. Il explose, comme les bouchons de bouteilles de champagne en question. Paris gagne 4,49%, Francfort prend 5,06%, Londres 2,5%, Air France KLM prend 11%, Ryanair 11% aussi, Safran 10,9%, et tout ça en une seule séance. Une seule séance! C'est comme si 6 semaines de guerre avaient été effacées en 8 heures de trading. Le pétrole
Lui, il dévisse de 15% en quelques heures. Même 23% à un certain moment, c'est plus la matière première la plus importante pour l'humanité qu'on traite. C'est un truc bien spéculatif qui devient presque aussi volatile qu'une crypto pourrie qui subirait un pump and dump sur les réseaux sociaux. C'est beau, c'est spectaculaire, c'est un peu comme un feu d'artifice. Oh la belle bleue, oh la belle rouge. C'est le rebond de soulagement du siècle. On peut pas dire ça autrement. C'est aussi complètement prématuré, mais c'est ça. Le marché s'en fout. Il célèbre d'abord, il lit les petits caractères ensuite. Les petits caractères, c'est pour les pessimistes et les gens qui ont le temps de les lire. Et les petits caractères, ils disent ceci. Il y a des centaines et des centaines de bateaux qui sont bloqués des deux parts du détroit d'Ormuz et il faudra des semaines pour que la circulation reprenne normalement. Un seul pétrolier non iranien a franchi le détroit jeudi dernier. Un seul, c'est symbolique, c'est insuffisant. Mais c'est suffisant pour que les algos décident que c'est historique. C'est ça le monde merveilleux de la finance. Un titre de presse avec du conditionnel dedans et c'est le bull market qui redémarre. Résultat, le pétrole passe sa semaine dans un manège de foire. 115 $ lundi, sous les 95 mercredi dans l'euphorie du cessez-le-feu, rebond au-dessus des 100 $ jeudi, quand le marché réalise que la réouverture d'un détroit, ça se fait pas en appuyant sur un bouton, surtout qu'au passage, l'Iran aimerait bien prendre un peu de fric au passage pour reconstruire le pays. Et à chaque mouvement de 10%, une avalanche de titres de presse qui déclenche des mouvements de marché qui produisent de nouveaux titres de presse. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction médiatico-financière. Oui, en langage ordinaire, on tourne en rond à 100 $ le baril, et le pire, c'est qu'on commence presque à s'y habituer. Ce week-end, J.D. Vance, la marionnette de Tonton Donald, est à Islamabad, et il a le destin du monde et du S&P 500 entre ses mains. Islamabad, Pakistan. Vance d'un côté, Mohamed Bagher Ghalibaf de l'autre, et entre les deux, 30 miles de détroit d'Ormuz et 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial qui attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire de sa journée, ce qu'il peut faire de sa journée. Le Premier ministre pakistanais a qualifié ce sommet de make or break, ce qui traduit honnêtement, ça signifie simplement, ça peut bien se finir, mais personne n'y croit vraiment. L'Iran a décidé que le détroit lui appartenait, pas métaphoriquement, concrètement, et que les navires passeraient au prix qu'ils décideraient. C'est le péage de Téhéran. L'idée d'un péage sur une voie maritime internationale, c'est le genre de créativité entrepreneuriale qu'on n'attendait pas de la part d'un régime théocratique. Respect quand même pour l'audace. Une chose est sûre, c'est que si les Iraniens obtiennent ça en bas de page à la fin d'un égo, ils auront gagné la guerre et Trump passera clairement pour un con. Trump a posé une condition non négociable, réouverture complète et inconditionnelle. Très bien, sauf que le détroit a été miné de façon désordonnée. Il faut comprendre que personne ne sait exactement où sont les mines. Ce détail logistique n'a pas encore trouvé sa place dans les communiqués officiels. On n'a pas fini de rire. La délégation iranienne est arrivée dans un avion ce matin, transportant les affaires personnelles d'enfants tués lors des premières frappes américaines. Message envoyé avant même le cocktail de bienvenue. Accessoirement, Téhéran a ajouté en dernière minute quelques préconditions nouvelles parce que arriver une négociation sans surprendre son interlocuteur, c'est franchement manquer d'ambition. Franchement, quand on voit ce qu'on voit, on a l'impression que c'est les Iraniens qui tiennent le couteau par le manche et que les Américains sont juste venus pour prendre la fessée. On verra lundi matin ce qu'il en sera. En attendant, on nous dit que l'arsenal iranien a été réduit de moitié, selon le Pentagone, ce qui laisse quand même plus de 1000 missiles balistiques cachés dans les montagnes. Et dans ce contexte apaisé, le Pentagone a simultanément accordé 4,7 milliards à Lockheed Martin pour fabriquer de nouveaux intercepteurs patriotes. Négocier d'une main et réarmer de l'autre, c'est ce qu'on appelle garder toutes les options ouvertes. Trump a par ailleurs prévenu qu'il charge des navires de munitions si les discussions échouent, déclaration qu'on qualifiera pudiquement de message d'encouragement à la diplomatie. Rappelons tout de même que le bilan de 6 semaines de guerre pour l'Américain moyen, c'est 25 à 35 milliards vaporisés en dépenses de guerre, 2 Américains sur 3 qui veulent que ça s'arrête, et des prix à la pompe qui rappellent à chaque automobiliste qui ne roule pas en Tesla que le Moyen-Orient existe. Et les marchés regardent Islamabad avec une attention qui frise l'obsession, tout accord, même flou, même incomplet, serait accueilli comme une bonne nouvelle par des traders qui n'ont pas dormi depuis 6 semaines. On voudrait juste que ça s'arrête, le consommateur aussi. Lui voudrait bien s'habituer à un baril à 100 $, il est prêt à le faire, il l'a fait. Mais bon, il n'est pas prêt à s'habituer à un baril à 200. Et puisqu'on parle d'inflation, vendredi, les chiffres de l'inflation américaine sont sortis. CPI de mars, plus 3,3% sur une année.
le plus haut depuis avril 2024, poussé par une flambée de l'énergie de plus 11%, ce qui, avouez-le, ne surprend absolument personne quand on sait que le baril a traîné au-dessus des 110 $ pendant la plupart du trimestre. Et encore, je trouve qu'on est vachement complaisant avec ces chiffres. 3,3%, ça paraît vraiment gentil quand on voit ce qui se passe sur le plein d'essence et ce qui va se passer dans les semaines à venir avec l'augmentation d'absolument tous les prix à cause de l'influence majeure du pétrole. D'ailleurs, c'est pas tout. C'est pas tout parce que voici le twist savoureux de la semaine. L'inflation corps hors énergie et alimentation, ressort à 2,6%, un dixième de point en dessous des attentes. Un CPI Core en dessous des attentes en ce moment, c'est que du bonheur, même si le pétrole n'est pas dedans. Et les marchés, donc, repartent légèrement à la hausse. Pourquoi? Eh bien, parce que la Fed peut désormais se cacher derrière le core CPI pour justifier son inaction. Et ne rien faire, c'est devenu le sport national de Jérôme Powell depuis maintenant un bon moment, un champion olympique du statu quo. Un artiste du « nous attendons des données supplémentaires ». On doit être soulagé, et lui, il doit être soulagé également, ou alors il fait semblant d'être soulagé. À ce stade, même lui, il sait plus très bien. En pratique, on le sait, il y a toujours une seule baisse de taux a priori qui est prévue pour 2026. Et encore, c'est pas sûr que ça se fasse en 2026. Warsh arrivera en mai, Powell s'en ira, la passation de pouvoir s'annonce passionnante. Et puis, dans un autre registre, Jamie Dimon a écrit une lettre à ses actionnaires, une lettre de 60 pages, et cette année, le concept central, c'est « The skunk at the party », le putois qui se joint à la fête. Alors pour Dimon, le putois, c'est pas un dessin animé de la Warner Bros, le putois, c'est l'inflation. C'est pas l'inflation qu'on voit du CPI, celle qu'on surveille, celle que tout le monde parle, non, l'inflation qu'on ne voit pas encore, celle que le pétrole à 110 $ va injecter dans le système dans les prochains mois, progressivement, silencieusement, comme du gaz dans une pièce fermée. Un tueur silencieux. Il a cité 1974, il a cité 1982, et au cas où vous avez oublié, vous auriez oublié comment ces épisodes se sont terminés, c'était très moche. Sur l'IA, il a dit que ça va soigner des cancers et réduire la semaine de travail à 4 jours. Lui, le patron qui a rappelé tous ses employés 5 jours par semaine au bureau il y a 3 ans, il faut assumer ses contradictions avec panache, et Dimon le fait avec une classe certaine, il faut le dire. Sur le private credit, il a dit que les pertes sont plus élevées qu'elles ne le devraient, mais que ça ne présente probablement pas de risque systémique. Probablement. C'est le mot le plus rassurant du vocabulaire financier, juste devant transitoire. En résumé, 60 pages pour conclure que l'économie tient, que le pétrole peut tout casser, et que les humains paniquent toujours et fuient vers le cash dans les crises parce que la nature humaine n'a pas changé. 60 pages pour nous dire que les gens font toujours les mêmes erreurs, seul le nom de l'animal change d'une année sur l'autre. Cette année, c'est donc le putois iranien, et on attend l'ours neurasthénique avec impatience, à moins que ce soit le taureau sous stéroïdes. Et puisqu'on est dans les alertes discrètes, que personne n'écoute, parlons quand même 2 minutes du Japon. Le rendement de 10 ans japonais monte, silencieusement, progressivement, inexorablement. Aujourd'hui, on est autour de 2,44%. On était à 0% pendant le Covid, pour mémoire. Et les marchés commencent à murmurer les mots qu'on n'aime pas prononcer à voix haute, comme 2,5%, 3%. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi ça compte? Voilà pourquoi ça compte. Parce que le Japon, c'est quand même le plus grand créancier de la planète. Les investisseurs japonais, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les épargnants ont des dizaines et des dizaines de milliers de milliards de dollars placés à l'étranger, en bons du trésor américain, en obligations européennes, en actions mondiales, parce que pendant 20 ans, les taux japonais étaient à 0 et qu'il fallait bien aller chercher du rendement quelque part. Quand les taux japonais montent, quand les rendements japonais remontent, eh bien les capitaux, ils rentrent au pays. Pas parce que les investisseurs japonais paniquent, non, parce qu'ils font leur métier. Quand le rendement domestique devient attractif, eh bien on rapatrie l'argent. C'est de la gestion de portefeuille plus ou moins basique. Et au moins, on supprime le risque monétaire. Le seuil psychologique, probablement quelque part autour des 2,5% sur le 10 ans. C'est là où les modèles d'allocation des grandes institutions japonaises commenceront à pencher sérieusement vers le domestique. C'est là où le carry trade, qui consiste depuis des années à emprunter en yens pas cher pour aller investir ailleurs, commence à se retourner vraiment. 3%, ça serait le niveau où la Banque du Japon aurait un choix impossible, laisser les taux monter et déclencher un rapatriement massif de capitaux qui fait trembler tous les marchés obligataires du monde.
ou intervenir pour plafonner les taux et détruire la crédibilité qu'elle a mis 30 ans à reconstruire. On a eu un avant-goût en août 2024, si vous vous rappelez, quand le yen s'était apprécié brutalement et que le carry trade avait partiellement implosé. Le Nasdaq avait perdu 10% en quelques jours, tout ça parce que les investisseurs japonais avaient décidé de rentrer à la maison. Ce qu'on a vu en août 2024, c'était le trailer, le lancement du film. Si les taux japonais atteignent 2,5 à 3% dans un contexte où le dollar est déjà fragilisé, où la Fed ne peut pas baisser les taux à cause de l'inflation pétrolière et où les marchés sont déjà nerveux à cause de la trêve iranienne de 2 semaines, aïe aïe aïe, ça s'appelle une confluence des risques. Et les confluences de risques dans le monde de la finance, ça produit deux choses. Soit rien du tout parce que tous les marchés l'ont déjà pricé, soit quelque chose de très, très, très brutal, parce que personne l'a vu venir. Et pour l'instant, personne ne regarde vraiment le Japon, et c'est peut-être exactement pour ça qu'il faudrait le regarder. Et puis, alors que les politiciens regardent l'Iran, les stratégistes regardent ailleurs. Ailleurs comme beaucoup plus loin, genre l'espace. SpaceX a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse début avril. Nom de code interne, Project Apex. Calendrier visé, juin 2026. Sur le Nasdaq, valorisation cible 1750 milliards. 1750 milliards. Prenez le temps de lire ce chiffre à voix haute, laissez-le résonner dans votre tête, sentez-le peser. C'est plus de 2 fois le record précédent détenu par Saudi Aramco, une société qui, elle, vend une ressource physique réelle qu'on brûle dans des moteurs depuis 100 ans. SpaceX, elle, envoie des fusées dans le vide intersidéral et livre des colis pour Amazon. Ce qui, j'en conviens, est fascinant. Mais 1750 milliards, c'est aussi la valorisation d'une conviction collective que si Elon Musk dit que ça vaut ça, alors ça vaut ça. Et le détail le plus savoureux, celui qui résume parfaitement l'époque dans laquelle on vit, c'est l'allocation aux particuliers. 30% des actions réservées aux investisseurs retail, 3 fois la norme habituelle qui est de 5 à 10%. C'est un signal politique, nous dit-on, autant que financier. Traduction, dans l'ère Trump-Musk, on donne au peuple la possibilité d'acheter un morceau de la fusée, un morceau du rêve américain. C'est démocratique, c'est généreux, c'est du pain et des jeux version Nasdaq. Sauf que là, le pain coûte le prix d'une action SpaceX et les jeux orbitent à 400 km d'altitude. D'ailleurs, faisons un petit crochet par l'histoire de cette phrase. Ça sonne tellement bien dans l'histoire de SpaceX. Nous sommes à Rome, le 1er siècle après JC. L'Empire est à son apogée, les légions contrôlent tout, du Rhin à l'Euphrate, les empereurs s'enchaînent, certains géniaux, la plupart complètement tarés, quelques-uns les deux en même temps, et le peuple romain, lui, commence à comprendre qu'il n'y a plus vraiment son mot à dire, qu'il n'a plus vraiment son mot à dire sur quoi que ce soit. Et c'est dans ce contexte qu'un poète satirique du nom de Juvénal, un type visiblement très en colère et très lucide, ce qui est rarement simple à vivre, observe quelque chose d'assez simple. Le peuple romain, jadis souverain, jadis décideur, jadis fier de ses droits civiques, s'est laissé acheter pour deux choses. Du pain et des jeux au Colisée. Nourrit les gens, distrait-les avec du spectacle, et ils ne se poseront plus jamais la question de savoir qui décide vraiment, pourquoi, et dans l'intérêt de qui. Ce qui est assez remarquable dans cette formule, c'est pas qu'elle a été inventée il y a 2000 ans, c'est qu'elle n'a jamais cessé de fonctionner. Le Colisée est devenu la télévision est devenue les réseaux sociaux, le pain est devenu le crédit à la consommation, et les empereurs, eux, ont simplement changé de costume, tout en conservant exactement les mêmes méthodes. Juvénal était furieux contre ses contemporains. Imaginez ce qu'il écrirait aujourd'hui avec un compte X et 40 millions de followers. Oui, parce que c'est pas les similitudes qui manquent. Bref, revenons à SpaceX. Le 21 avril, il y aura une journée d'information pour les analystes. On en saura donc un peu plus. Et d'ici là, les gérants de portefeuille font leurs calculs en silence, pendant que les journalistes regardent le détroit d'Ormuz, ce qui est quelque part la métaphore parfaite de 2026. Pendant qu'on regarde le robinet du pétrole, quelqu'un est en train de construire la plus grande introduction boursière de l'histoire de l'humanité, et personne ne sait encore si c'est visionnaire ou si c'est complètement dingue. La bonne réponse, évidemment, ça peut être les deux. Alors au final, sur la semaine, on retiendra que c'est le rebond de la paix espérée qui a tout dominé. Le S&P 500 efface ses pertes de ces dernières semaines. On n'est plus si loin des records historiques. Et on a même reparlé de la tech cette semaine. D'ailleurs, le SOX est au plus haut de tous les temps. La volatilité reste élevée, voire très élevée. Le marché n'a pas décidé si on allait vers la paix durable ou vers la prochaine escalade dans 15 jours, quand la trêve expirera. Personne ne le sait, même si, quand on voit les desiderata iraniens, on peut se demander comment ça sera possible
de trouver un arrangement. Parce que, rappelons-le, c'est une trêve de 2 semaines, pas un traité, pas une poignée de main sur la pelouse de la Maison Blanche avec des drapeaux et des sourires. 2 semaines. Après quoi, tout pourra recommencer. Quoi, on ne sait pas. La semaine prochaine, les marchés auront d'autres choses à digérer, comme les résultats du Q1 de JP Morgan, de Wells Fargo, de Citigroup. La vraie saison des trimestriels commence. Si Trump réussit à se taire pendant 48 heures d'affilée, on pourra peut-être reparler de fondamentaux enfin. Ça serait une nouveauté, une très très grande nouveauté. On attaque avec les performances de la semaine. Donc le vainqueur, le grand vainqueur de la semaine, c'est le Semiconductor Index qui reprend 13,49% sur la semaine. On croirait que c'est une crypto-monnaie, mais non, c'est un indice qui contient des semi-conducteurs dedans. Le Bitcoin a repris 8,25%, c'est assez beau pour être signalé. Le Nikkei reprend 7,15%. Le Dow Jones, enfin tout le monde, vous voyez, tout le monde, le seul truc qui se prend une tôle cette semaine, c'est le crude oil qui perd 13,40%, ça on en a déjà largement parlé, mais l'un dans l'autre, gros rebond un petit peu partout. Mais si vous regardez les comportements de certains indices, alors vous avez bien sûr l'indice défensif, le SMI, qui lui ne prend que 1,6% sur la semaine, et de l'autre côté, vous avez des choses un petit peu plus sportives, comme le MIB ou le CAC, qui reprennent entre 3,75 et 4,35 sur la semaine. Donc une très belle semaine dans le vert, principalement à cause du, oui, vous le savez, vous l'aurez compris, à cause de cette paix, soi-disant paix, ou plutôt cet accord, ce cessez-le-feu momentané qui soulage les marchés pour le moment, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'aujourd'hui, on négocie à Islamabad. On attaque maintenant les performances du SMI. Alors, sur la semaine, eh bien, on notera que ABB, c'est la meilleure performance de la semaine, parce que c'est une tech, la tech a rebondi, le marché a rebondi, bref, on a tapé un peu sur les boîtes qu'on aime bien, ABB parce qu'ils font de la tech, Holcim parce qu'ils reconstruisent après la guerre, Geberit aussi, et puis pour le reste, on a toujours l'UBS qui discute pour trouver une solution avec son accord avec le Conseil fédéral par rapport à ses capitaux propres. Et puis pour le reste, eh bien, on a Zurich Assurance qui perd 4,2%. Alors, ne vous paniquez pas, hein, c'est juste parce qu'ils sont ex-dividendes, donc c'est pas non plus c'est une mauvaise nouvelle. Et de l'autre côté, vous avez aussi Kuehne+Nagel qui est sous pression parce que toutes ces histoires de trafic maritime international, ça les stresse un tout petit peu. Et les gens ont un petit peu peur de revenir sur ce titre-là pour l'instant. On attaque maintenant les graphiques de la semaine. Alors, on attaque bien sûr avec notre bon vieux SMI qui est toujours dans son range haussier, on va dire. On voit qu'on a bien rebondi. On n'a pas fait une semaine exceptionnelle, hein. On l'a vu sur les performances. Forcément, on est plus défensif que les autres. Donc, ça a de la peine à tirer à la hausse pour l'instant. Mais bon, le SMI va bien. On termine juste en dessous de la moyenne mobile des 50 jours en vert. Ici, vous voyez qu'on s'est juste retourné en fin de semaine. Les gens ont juste liquidé leur position avant le week-end parce qu'on ne sait pas trop comment on va recommencer la semaine lundi matin. Le S&P 500 qu'on voit ici, donc vous voyez, on est allé chercher, on avait ces espèces de supports à l'époque, hein, souvenez-vous, ces 2 points de support qu'on a cassé violemment la semaine précédente avant de tout réinverser de nouveau. Donc on a fait une exagération avec un magnifique V-shape recovery sur le S&P 500. On a repris 8,5%, donc depuis les plus bas d'ici et les plus hauts où on est en ce moment. Et vous voyez qu'on n'est plus très très loin des records historiques qui se situent pas loin des 7000. Donc on est à 150 points, 175 points pour être précis, et des plus hauts de tous les temps sur le S&P 500. Et d'ailleurs, on en parle de nouveau un petit peu dans la presse, mais encore une fois, pour l'instant, on est en pending, on est en attente de voir ce qui va se dire ce week-end et ce qui va ressortir des discussions à Islamabad. Le Semiconductor Index, c'est du délire. C'est comme le truc le plus fou qu'on puisse voir aujourd'hui. Bon, ça se passe de commentaires, hein. On était au fond du bac l'autre jour, on a cassé les supports et on est allé faire là aussi une exagération. Mais là, on est allé rechercher les plus hauts historiques et on les a explosés. On est à 8889 sur le Semiconductor Index, alors qu'il y a 6 jours en arrière, on était à 7142, quasiment 2000 points de hausse sur cet indice depuis le bas, tout en bas. C'est vraiment hallucinant, la violence du secteur. Là, les gens se sont dit, ah, mais forcément, la tech repart, la paix, c'est génial. Et on est reparti comme en 40 et on a repris de nouveau toutes les boîtes qui allaient bien, surtout les semi-conducteurs qui font de la mémoire, comme Samsung, comme Hynix. On l'a vu aussi avec le rebond massif du Kospi en Corée durant la semaine. Donc tout a été contaminé. Il y a même Nvidia qui retrouve des couleurs. Bref, on l'avait déjà dit, on en avait déjà discuté dans certaines de ces vidéos. Chaque fois qu'on a des corrections de marché comme ça, les premiers trucs qui repartent à la hausse violemment, eh bien, c'est la tech.
Le CAC 40, pas besoin de faire des grandes descriptions, ils se ressemblent tous, hein. Le rebond à chaque fois à cause de l'annonce, blablabla. Là, vous voyez que chaque fois après le rebond, donc cette chandelier vert qu'on a ici, eh bien c'est l'annonce. Et depuis, eh ben on patine à haute altitude en attendant de voir ce qui va ressortir des propositions de paix. Le DAX allemand, c'est pareil, sauf que lui, il y a eu un peu plus de prise de profit sur la fin de semaine. Il y a des gaps partout. Alors, vous le savez, hein, les gaps sont faits pour être comblés, mais ça commence à faire très peur. Il y a des trous dans tous les sens sur cet indice. Donc, ça veut aussi dire que ces prochains temps vont être violents et il y aura des corrections dans tous les sens sur les indices. Pas que le DAX, mais là, c'est assez impressionnant à observer. Et puis alors, le pétrole qu'on a déjà vu en début de vidéo, vous voyez que les extrêmes hauts et extrêmes bas, c'est 23% de variation sur le baril. Vous voyez que c'est quand même super spectaculaire. Alors tout le monde est content parce qu'on est revenu sur les 96,57, là où on a clôturé vendredi soir. Là où on est, on est ouais, super content, le pétrole c'est bon marché. Ouais, sauf qu'en fait, faut quand même pas oublier que mi-février, on était encore à 60 balles sur le baril et qu'on a vraiment quasiment, pas doublé, mais on a quand même pris pratiquement 35 à 40 dollars. Pour tous ceux qui ont fait le plein d'essence récemment, vous avez dû vous en rendre compte. Et il faut pas oublier quand même que le pétrole a effectivement de l'influence sur les prix de l'essence, mais à moyen terme, il a aussi de l'influence sur absolument tout dans le domaine de la consommation. Ça va de votre téléphone portable, en passant par les fringues que vous portez, par votre coque de téléphone portable, la souris de votre PC, enfin tout ça est influencé directement ou indirectement par le pétrole. Et ça va se ressentir bientôt sur l'inflation. On a vu que c'était pas trop mauvais encore sur le mois de mars, mais si ça continue comme ça, on sait que ça va devenir très très compliqué. Dans les vedettes de la semaine, eh bien, on a Moody's qui a décidé de faire plaisir à VAT Group cette semaine, en perspective relevée de stable à positive, note BA1 confirmée. Les gens de chez Moody's ont sorti leurs plus beaux adjectifs, solide, prudent, flexible. Ce genre de communiqué qui donne envie de se faire un câlin, sauf que BA1, pour ceux qui ne suivent pas le catéchisme des agences de notation, et franchement, si vous ne le suivez pas, vous avez probablement une vie sociale bien plus épanouie. C'est le dernier échelon avant la catégorie high yield, le haut de la zone grise, la première marche avant le sous-sol. Moody's vient donc de vous annoncer avec le sérieux de celui qui notait les CDO du subprime AAA en 2006, que VAT Group va plutôt bien. Cela dit, et là faut être honnête, même quand c'est chiant, VAT Group, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le leader mondial des vannes à vide pour semi-conducteurs. C'est une niche tellement précise que quand vous l'expliquez à un dîner, les gens changent de sujet. Mais concrètement, pas de vanne VAT, pas de puce, pas d'IA, Nvidia serait valorisé autant qu'un fabricant de yaourt. Le positionnement est réel, la demande structurelle est réelle. Ce qui est moins réel, c'est l'idée que Moody's vous apprend soudainement quelque chose en 2026 sur une société que tout le secteur connaît depuis 10 ans. C'est un peu comme si votre médecin vous annonçait solennellement que boire de l'eau, c'est bien pour la santé et c'est mieux que le vodka Red Bull. Alors voilà le graphique de VAT Group. Alors vous voyez que l'upgrade de Moody's a fait du bien au titre, qui revient de nouveau au plus haut de tous les temps. Alors il y a l'upgrade, mais il y a aussi le fait que tout le secteur des semi-conducteurs, on l'a vu tout à l'heure avec le SOX, a littéralement explosé. Donc quand le SOX va, VAT Group va bien parce que, on l'a dit, c'est très lié aux semi-conducteurs. Il faudra surveiller le niveau des 550 francs suisses parce que si on casse ces niveaux-là, on risque bien de se faire une même accélération qu'on a vu tout à l'heure sur les semi-conducteurs pour aller chercher probablement les 600 francs dans un premier temps. C4 Therapeutics et Roche ont donc annoncé jeudi un accord de recherche sur le cancer, plus d'1 milliard de dollars potentiels, 3e collaboration entre les deux boîtes. La relation dure depuis 2016, c'est beau, c'est presque romantique. Décortiquons quand même ce que ça veut dire en langage humain. C4T reçoit 20 millions de cash. Maintenant, tout de suite, le reste, le fameux plus d'1 milliard qui fait les gros titres, c'est des paiements d'étapes liés à la recherche et aux décisions réglementaires et aux objectifs commerciaux. Autrement dit, de l'argent conditionnel hypothétique soumis à des conditions que personne ne peut garantir dans un secteur où 90% des molécules prometteuses finissent leur vie dans un tiroir de laboratoire avec une petite étiquette « Résultat décevant en phase 3 ». Le milliard potentiel dans un accord pharma, c'est comme le jackpot au casino, techniquement possible, statistiquement généreux comme promesse. Cela dit, et là encore, l'honnêteté s'impose, la technologie DAC, les conjugués anticorps dégradeurs, c'est pas du vent. L'idée d'associer un anticorps ciblant les cellules cancéreuses à un mécanisme de dégradation des protéines pathologiques,
c'est conceptuellement élégant. C'est la classe d'approche qui excite vraiment les oncologistes en ce moment, ceux qui lisent les publications, hein, pas ceux qui lisent les communiqués de presse. Et Roche, bah, ça reste Roche, pas une start-up de San Francisco avec un logo sympa et 3 employés en Wheaties. Quand Roche signe un 3e accord avec la même société depuis 2016, c'est qu'ils ont vu quelque chose qui tient la route en interne. Parce que Roche ne jette pas 20 millions par la fenêtre pour faire plaisir à des gens qu'ils connaissent depuis 10 ans. En résumé, deal réel, technologie sérieuse, partenaire crédible. Le milliard, lui, bah, on se retrouve dans 10 ans pour en reparler. Alors, vous voyez que Roche, la nouvelle que je viens de discuter n'a rien changé au comportement du titre, puisque le titre n'a strictement rien foutu la semaine dernière, malgré le rebond, malgré la paix dans le monde qui ne les concerne pas pour l'instant. Vous voyez que le titre reste en phase de congestion, on va dire. Alors attention, hein, parce que ce genre de phase où on commence à traîner comme ça, généralement, ça débouche sur un truc qui fait comme ça, ou alors sur un truc qui fait comme ça. Donc c'est des phases de congestion à surveiller attentivement entre la zone des 310 et les 325 francs suisses. S'il y a un mouvement un peu violent dans les deux côtés, attention à la suite du mouvement. On passe maintenant au en vrac de la semaine avec Implenia, contrat décroché 200 millions d'euros en Allemagne. Ems Chemie, 487 millions de chiffre d'affaires au Q1, en baisse de 6,6%. Les chiffres sont là, ils ne sont pas beaux, mais ils sont là. RNS s'est envolé après confirmation de ses perspectives. Croissance organique visée 8% à 12%, marché EBITDA 19 à 21%. Le marché a adoré. Quand une boîte confirme ce qu'elle avait déjà promis sans se contredire, ça s'appelle de la cohérence. En 2026, c'est devenu suffisant pour faire monter un titre. Doc Morris, le fonds Sterling ne veut pas de la refonte du conseil d'administration. Un actionnaire qui dit non à la direction. Dans un monde feutré de la gouvernance suisse, c'est presque révolutionnaire. Pendant ce temps-là, Redcare Pharmacy, le concurrent néerlandais de Doc Morris, affiche 18,3% de croissance au Q1. La morale de l'histoire, pendant que Doc Morris se bat avec ses propres actionnaires, ses concurrents, eux, ils vendent des médicaments. Basilea, 6 millions de dollars de CarbX pour la recherche sur les résistances antibiotiques. 6 millions. Dans un monde où SpaceX va être valorisé 1750 milliards. Mais bon, soigner des infections bactériennes mortelles, c'est beaucoup moins sexy qu'une fusée. On passe et on se dit que les priorités de l'humanité, elles restent ce qu'elles sont. Chez Alzo, West Coast, l'acquisition britannique de l'an dernier affiche une croissance supérieure au Q1 2025. C'est une belle acquisition qui performe très très bien en 2026. Stadler Rail livre 4 trains au Gornergratbahn pour 30 millions, des trains qui montent sur un glacier pour emmener des touristes regarder Cervin. Dans ce monde qui brûle, au moins les trains suisses, eux, sont à l'heure. Temenos boucle son programme de rachat d'actions à 100 millions. La société rachète ses propres titres, classique. Quand on manque d'idées pour investir, on se rachète soi-même. C'est le narcissisme appliqué à la finance. Bossart, 284,9 millions de chiffre d'affaires au Q1, hausse de 0,6%. C'est pas une croissance, c'est un arrondi, mais c'est quand même une hausse et dans le contexte actuel, on prend ce qui vient. Et pour finir, OFG émet un emprunt de 500 millions d'euros via sa filiale luxembourgeoise, placée auprès d'investisseurs institutionnels européens. 500 millions, Luxembourg, institutionnel, 3 mots qui ensemble dans une même phrase signifient une seule chose, de l'argent qui se déplace d'une poche vers une autre poche en passant par un grand-duché de 2600 km² qui a fait de l'optimisation fiscale son principal produit d'exportation. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si on devait résumer ce qu'on vient de vivre en 7 jours de marché, ça donnerait à peu près ça. Un président américain qui a menacé de raser un pays souverain, qui a ensuite négocié avec ce même pays souverain via une marionnette au Pakistan, pendant que ses généraux commandaient des missiles à Lockheed Martin et que ses traders achetaient des compagnies aériennes. Une trêve de 2 semaines signée par des gens qui se détestent, sur des bases que personne ne comprend vraiment, dans une ville dont la moitié des gens ne savent même pas placer ça sur une carte il y a 6 semaines, un CPI à 3,3% que les marchés ont accueilli comme une bonne nouvelle, un dollar qui fuit les crises et une introduction en bourse à 1750 milliards pour une fusée. Ouais, c'est ça 2026. Et la semaine prochaine, ça sera pire. JP Morgan, Wells Fargo et Citi ouvriront la saison des résultats du Q1. Ça sera bien sûr intéressant, pas parce que les chiffres vont être mauvais, mais parce que les guidance pour le Q2 vont devoir intégrer un baril quelque part entre 60 et 200 dollars, une guerre potentiellement non résolue et un consommateur américain qui commence à sentir le carburant dans ses fins de mois. Et pendant ce temps-là, à Islamabad, J.D. Vance essaye de convaincre des mollahs que Trump est un homme de parole. Alors là, bonne chance à tous. Abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français si c'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien rater. Likez, partagez, commentez. Et nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Il est plus que probable que le monde aura changé 3 fois d'ici là. Donc, excellent week-end à tous et à lundi. Bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.